Mes chers concitoyens d'Atatine, parlons Star Wars. Ravi de vous retrouver les amis pour une nouvelle vidéo avis où on va débriefer ensemble de l'épisode 7 de Skeleton Crew qui est arrivé sur nos écrans ce mercredi, avant je l'espère un épisode final en fanfare, un épisode 8 qui va nous époustoufler. Et ben on va revenir point par point sur ce qu'on a trouvé de bien et d'un peu moins bien dans cet épisode 7. Je m'appuierai là-dessus pour vous donner mon avis global. On fera ensuite une grosse parenthèse sur une théorie que j'ai eue. Un coup de génie ou quelque chose où je me suis emballé clairement pour rien. Écoutez, on verra, je vous dirai ça en partie théorie. Et on finira par l'échelle du Jar Jar et je vous donnerai ma note sur 5. Voilà, c'est bon, on est parti, vous commencez à savoir comment ça marche. Les amis, si jamais vous aimez ce que je fais et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous à la chaîne les amis, bien entendu. Et surtout, likez la vidéo, ça lui donne plus de visibilité et donc ça m'aide par conséquent. Je compte sur vous, merci d'avance les amis. On est donc parti sur mon avis sur l'épisode 7 de Skeleton Crew. Bon, tout d'abord, je pense qu'on peut se le dire, on ne s'est pas ennuyé sur cet épisode. C'est clair, il s'est passé énormément de choses. On va essayer d'y revenir point par point. Mais bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un épisode très riche. L'histoire avance, trace, et il y a des événements vraiment marquants et qui font avancer l'histoire, c'est clair. On a d'abord, bien entendu, la mort de Brutus, qui était quand même le capitaine qui voulait envoyer le capitaine Silvo ou Jodna, appelez-le comme vous voulez, encore une fois. Mais j'ai envie de dire à trépas en l'envoyant dans l'espace pour suffoquer. Bon, au final, on a le Jodna qui ne s'est pas fait prier pour l'exécuter clairement, salement même, devant tout le monde, les enfants, les pirates, etc. Bon, c'était assez surprenant, assez brutal. Franchement, j'étais choqué clairement dans l'épisode. Après, c'est quand même... ils sont allés au bout du truc, quoi. Ils n'ont pas fait un truc trop édulcoré. On reproche souvent à Skeleton Crew d'être quelque chose trop destiné aux enfants. Bon, effectivement, hein, c'est le cas. C'est destiné aux enfants, clairement. Et c'est d'ailleurs une des choses que j'aime beaucoup dans cette série. Mais là, en l'occurrence, même si c'est destiné aux enfants, on a une mort quand même assez brutale, même si on va pas voir... une explosion de crâne avec du sang qui gicle, bien heureusement, mais voilà, c'est quand même assez violent, je trouve, et ils sont allés au bout du truc, donc chapeau, assez surprenant, ils vont au bout de leurs idées, ça reste dans l'esprit bien entendu pirate avec le Capitana qui arrête pas de passer de main en main, etc., et ils sont sans foi ni loi de toute façon, les pirates, donc bon, surprenant et assez bien fait, donc déjà un très bon point sur ce début d'épisode. Et en parlant de mort violente, bah écoutez, comment ne pas parler d'SM-33 qui se fait littéralement décapiter par Jodna. Alors effectivement, oui, c'est un droïde, donc toujours réparable, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'effusion de sang et c'est pas irrémédiable. Mais malgré tout, c'était quand même choquant aussi, on s'attendait pas à ça, au pire que Jodna arrive à se débarrasser de SM. Bon, ça s'entend, on pouvait le comprendre, mais là, de cette manière-là, encore une fois, pour une série destinée à un public enfant, ils y vont quand même, ils n'ont pas peur, et c'est très bien, ça me va parfaitement. Et donc avec ces deux actions, bah, clairement on a Jodna qui a choisi son camp, qui a fait son reveal, est-ce qu'il est irrémédiable, irrévocable et il va pas pouvoir rebasculer à un petit moment? J'ai toujours espoir parce que vous le savez, je commence à être un gros fanboy de Jude Law, mais bon, là il y a quand même des indices qui nous montrent que il est peut-être instable un petit peu psychologiquement et tout du moins assez soupolé, et quand on lui conteste son autorité sur l'Onyx Cinder ou même auprès de l'équipage des pirates, il a tendance à s'énerver, à être un petit peu chafouin, le capitaine Silvo. Donc il faut pas trop le chercher. Et est-ce qu'il va aller au bout vraiment de sa méchanceté, de son côté mauvais Alors, il a clairement menacé les enfants, mais est-ce qu'il va aller au bout de ses menaces? C'est comme ça que se termine cet épisode 7. On va voir ça en épisode 8. En tout cas, il s'est encore passé quelque chose dans l'épisode. C'est-à-dire qu'on a un virage un petit peu... pas à 180 degrés parce que il était sur une ligne un petit peu, il flirtait avec la ligne rouge, notre ami Jodna. Mais bon, là, il s'est passé vraiment un reveal quand même, il y a eu un révélateur et bon,
au moins les choses avancent. On revient également sur At-Atin, enfin les choses quand même avancent très vite, mine de rien, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est déjà de retour sur At-Atin, on a la fameuse scène de découverte des coffres et tous ces crédits, vraiment à ne plus en pouvoir, et on voit bien Jodna qui perd la tête d'ailleurs, et on a aussi la très belle scène de retrouvailles entre les enfants et les parents. Bref, tout ça pour vous dire que c'est des scènes qu'on aurait pu avoir naturellement dans un épisode 8, et du coup, bon, comme c'est des scènes convenues, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ça depuis le début un petit peu de la série, le fait qu'on l'ait en épisode 7, c'est assez mine de rien rassurant pour moi. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais sur le fait que ça va laisser de la place quand même en épisode 8 à quelque chose, peut-être on va être surpris. On va être surpris peut-être de ce qui va se passer, soit une grosse scène d'action assez convenue avec ce qui se passe à la fin de l'épisode 7, c'est-à-dire en gros les pirates qui sont en orbite un petit peu stationnaire autour de la planète d'At-Atin, et puis peut-être une confrontation soit avec les forces droïdes par exemple de la planète directement, ou la Nouvelle République qui arrive, parce qu'on les a déjà vus, les X-Wing à plusieurs reprises au fil de la série, donc pourquoi pas, ou encore un tout autre événement. Je vais essayer de creuser peut-être un peu ça en partie théorie. Mais en tout cas, plein de choses qui se passent, un épisode qui trace, qui va à 12 000, c'est effectivement un bon point parce que par le passé, on a quand même connu des épisodes un petit peu moins riches et on regardait un petit peu la montre, même si, on va en reparler après, l'épisode passe très vite parce qu'il est très court, tout simplement. Je fais un point également rapide parce que j'en ai beaucoup parlé sur les épisodes précédents, mais je voulais quand même en reparler encore une fois. Ce sont les effets spéciaux qui sont encore une fois très très bons. Là notamment la découverte, enfin la redécouverte de la planète At-Atin et notamment de son aspect extérieur avec donc cette nébuleuse de gaz toxique en apparence. Et puis une fois que tu rentres dans le nuage, la scène est très belle aussi où justement on a les vaisseaux qui zigzaguent et puis qui se font découper à part le Nick Cinder qui a la clé pour pouvoir rentrer et passer cette barrière de protection, et puis la découverte de la planète qui ressemble à un îlot un petit peu paradisiaque parce que oui, ça ressemble à la Terre clairement, donc dans ce paysage un petit peu de désolation autour de la planète, on a un îlot très lumineux. D'ailleurs, c'est le plan qu'il y a avec les enfants dans le cockpit du Nick Cinder. Et donc oui, ça c'était très joli, j'ai trouvé cette scène très bien faite. Et je voulais bien sûr aussi revenir sur la scène de découverte du coffre au trésor où effectivement là on sent que les effets spéciaux ont carburé à plein et on sent l'utilisation, mais qui est totalement judicieuse à cet endroit-là, du volume. Le volume, vous savez, c'est cette espèce de dôme de LED et qui donne vraiment un décor justement en temps réel où ils peuvent projeter absolument tout et donc tous les reflets sont réalistes sur les différents acteurs. Et ça, c'est parfait dans cette scène de plateforme d'atterrissage qui est ascenseur, qui descend dans la grotte. Puis quand on arrive, déjà quand on découvre un petit peu, d'ailleurs, faudra voir ce que c'est cette espèce de boule dorée avec des bras robotiques qui viennent aller chercher, puiser dedans, etc., etc. Bon, faudra voir. Est-ce que c'est une boule où on extrait justement la matière pour créer les crédits? Ça me paraît très logique, bien entendu. Et ensuite, la découverte de la porte du coffre-fort, où là, je me serais clairement cru dans Star Tours. Je sais pas si ça vous a fait ça, mais le fait qu'on tourne comme ça, qu'on découvre la porte, je pense que ça doit être impressionnant quand t'es acteur et que t'as ça en face de toi, parce que je pense que du coup, c'est ça qu'ils ont fait, c'était qu'ils étaient vraiment dans le volume et puis ils découvrent ça. J'ai hâte quand même de voir un making-of pour voir un petit peu Jude Law sur cette scène en particulier, avec la découverte du coffre et notamment de cette porte grande, mais énorme, gigantesque. Bon, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai encore une fois bien apprécié, c'est judicieux. Il y avait un peu trop d'utilisation du volume, notamment dans Mando saison 1, mais la technologie était balbutiante, ou en tout cas on était vraiment au début de cette technologie-là, qui est révolutionnaire, clairement, qui est géniale. Bravo à ILM et Lucasfilm, c'est sûr. Mais là, je trouve que il y en a pas eu trop, parce que c'était on avait tendance à trop répéter ça dans Mandalorian. C'était une économie ensuite de coûts, c'est-à-dire quand tu fais tout là-dedans, je trouve un espace un petit peu trop exigu, mine de rien, pour que les acteurs jouent. Ça se ressent au bout d'un moment et ça devient malgré tout étouffant, même si tu as des décors bien entendu en extérieur, l'image que projette le dôme et le volume, c'est des images en extérieur. Bon, là, effectivement, dans Skeleton Crew, on est plutôt dans des environnements fermés, mais on est sur des décors, en fait, tout simplement, et je pense pas qu'il y ait énormément d'utilisation du volume. Là, on en a une qui est très judicieuse, et c'était parfait. Encore une fois, bravo sur les effets spéciaux.
C'est clairement la plus belle série qu'on ait vue jusqu'à présent en termes d'effets spéciaux sur Disney+, c'est indéniable. Je trouve qu'on a aussi pas mal d'émotions dans cet épisode, notamment la scène peut-être qui m'a le plus touché, et avec du recul en plus, c'est la scène de Wim, tout simplement, qui se met un peu à fondre en larmes devant Jod. Parce qu'en fait, ce qu'on voit clairement qui se passe dans la tête de Wim à ce moment-là, c'est que au-delà même de la trahison, effectivement, il le ressent comme une trahison, parce qu'il s'était confié à Jod, il avait confiance en lui quand il a parlé de son père, de sa mère, même s'il lui répond un peu d'une façon assez expéditive, mais voilà, on sent que il s'était quand même attaché à lui, et que, notamment, pour lui, c'était un Jedi. Jod, et que les Jedi, ben, ce sont clairement ses héros, il faut pas y toucher, et ben là, il a clairement terni l'image des Jedi. On le voit menacer des enfants avec un sabre laser bleu et en main, et avoir découpé SM-33 juste avant. Donc oui, le voir pleurer par rapport à ça et sentir sa détresse de justement vraiment j'ai une idole qui s'en va, et voilà, oui, ça m'a un petit peu touché, encore plus avec du recul, parce qu'effectivement je me suis dit non, mais en fait c'est ça qui le touche le plus, c'est surtout que pour lui c'est un Jedi, et en fait il se rend compte qu'il est vraiment méchant, et donc pour lui, c'est-à-dire qu'un Jedi peut devenir méchant. Lui qui était baigné justement de récits de Jedi, on le voit en début de saison bien entendu, bah là clairement on le voit, ça le touche, ça l'anéantit. Et est-ce que Wim, bah ça serait pas un petit peu nous devant les Jedi de The Acolyte, les amis? Non, détendez-vous, je blague. Enfin, je blague juste un peu. Dans cette scène, ce qui est touchant aussi, bah, c'est qu'on a Wim qui défend Neil, parce que quand moi d'ailleurs ça m'a beaucoup fait rire d'abord, c'est quand vraiment John a dit j'en peux plus, ça parle trop, on sent qu'il a dû supporter ses gamins pour lui pendant toute une saison, il en peut plus, il en a ras-le-bol, surtout avec des pipelettes comme Neil et Wim, et donc ça m'a fait quand même beaucoup rire. Mais du coup ce qui est touchant, c'est que derrière on a Wim qui vient défendre Neil en lui disant vous lui parlez pas comme ça, etc. Et de l'autre côté on a Fern qui vient défendre Wim. Donc on a ce sentiment encore une fois de cohésion entre les enfants que je trouve encore une fois très touchant, et vraiment mission accomplie là-dessus, parce qu'on a réussi autant dans l'écriture des personnages que dans le jeu des enfants. En tout cas moi, je me suis vraiment attaché à ces personnages, donc je sais pas si pour vous c'est le cas, mais je trouve que c'est vraiment une franche réussite ce groupe de 4 enfants là. Et on finit bien entendu avec les retrouvailles avec les parents, chose qu'on attendait bien sûr. Je suis très content que ça arrive en épisode 7 et pas en épisode 8, parce que c'était tellement convenu. Donc non, c'est parfait. Et oui, une petite émotion quand le père de Wim, qui montre, on a l'impression, est assez froid et montre pas véritablement ses sentiments. Clairement, bah là on le voit un petit peu fébrile et qui craque un peu en prenant Wim dans ses bras. Et oui, bah forcément, ça joue un petit peu sur la corde sensible, et j'ai été assez touché quand même de cette scène. Et dernier point positif sur lequel j'aimerais revenir, c'est l'exploration du lore de cette période. Là, on est, vous le savez, on est dans cette période de la Nouvelle République, donc dans le Mandoverse, en même temps que Mandalorian, The Book of Boba Fett, etc., etc. Et j'ai plein d'espoir sur des réponses qui pourraient nous être apportées sur les mystères de la série, notamment de Tatooine, du superviseur, etc., des crédits, enfin voilà, du fonctionnement de cette planète et à quoi sert véritablement Tatooine, comment ça marche. J'ai vraiment beaucoup d'espoir sur des réponses qui pourraient connecter à l'univers un petit peu global, et alors au Mandoverse en premier lieu, mais aussi à la saga en entier, et je reviendrai un petit peu plus en détail sur ce point en partie théorie. Restez avec moi les amis. Mais en tout cas, avant toutes les réponses qu'on aura, je l'espère, en épisode 8, on peut noter déjà des indices qu'on a, en tout cas des éléments de réponse qui nous sont communiqués dans cet épisode 7, avec les parents au moment d'envoyer cette espèce de sonde pour délivrer un message aux enfants. Il leur explique que il faut trouver un émissaire de la République, et donc qu'il y a normalement des connexions malgré tout entre ce qu'ils appellent la République. Donc encore une fois, de quelle République parle-t-on? Est-ce que pour eux ils sont encore restés au temps de l'ancienne République ou celle de la nouvelle? Mais ça me paraît bizarre qu'ils utilisent le mot République et non pas Nouvelle République. En tout cas, il y a bien des échanges qui se font, et est-ce que c'est quelque chose d'habituel, de récurrent, ou tout simplement d'hyper rare, voire ce n'est jamais arrivé et c'est quasi une première, depuis que Tatooine est caché. Ça sera très intéressant de le découvrir, car oui, effectivement, le fait de
venir ponctionner des crédits dans les coffres, etc., bah, ça a l'air d'être une pratique, ou en tout cas il y a tout un protocole déjà de prévu pour ce genre de manœuvre avec un émissaire de la République. Donc voilà, c'est quand même des éléments de réponse qui nous sont apportés, que je trouve très très intéressantes, parce que le cas échéant, avec, vous avez vu toute la réserve de crédit qu'il y a, et il y a plus de 1000 coffres mais remplis à ras-bord de crédit. Donc comment cette planète ne pourrait pas être un enjeu crucial à l'échelle galactique, quoi. Que ce soit pour la République ou pour l'Empire à l'époque, ou après, dans l'époque où on se situe, que ce soit pour peut-être les germes du Premier Ordre, ou pour la Nouvelle République, tout simplement. Donc encore une fois, on revient un petit peu plus en détail sur ça et sur l'identité du superviseur, parce que je pense que les deux sont liés, bien entendu. On en reparle donc en partie théorie. Passons maintenant au point négatif, les amis, et bien entendu, je suis comme vous, j'en ai ras le bol de ces durées d'épisodes. C'est une certitude, c'est-à-dire qu'il y a trop de disparités. On a quasi un quart d'heure d'écart entre l'épisode le plus long et l'épisode le plus court. Citez-moi une autre série, à part les séries Star Wars, je vous entends, c'est la formule Disney, mais ils n'ont pas encore compris, enfin, je dis Disney, Lucasfilm, ils n'ont pas encore compris que c'était une fabrique à frustration de faire ça quand tu fais une sortie d'épisode hebdomadaire, d'avoir des épisodes de moins de 30 minutes quand tu vires générique de début, générique de fin, c'est insupportable. Même si tu adores la série, du coup t'es frustré. Donc quoi qu'il en soit, ils partent avec malgré tout un point négatif. Et donc moi je suis persuadé que ce qui est à critiquer et très critiquable, c'est la formule Disney-Lucasfilm. Lucasfilm, parlons pas de Disney, Lucasfilm, parce que je pense que ce n'est pas les showrunners qu'il faut blâmer ici, c'est vraiment la direction de Lucasfilm. Je pense qu'on doit leur demander tout simplement une idée, un pitch, un scénario d'une série, d'une idée Star Wars, etc., etc. Et à ce moment-là, la direction ne sait pas dire si ça va être une série ou un film. Donc on se retrouve avec quelque chose de bâtard entre les deux, et au final, quand la décision est prise de faire finalement une série, et là on se retrouve justement avec des showrunners qui vont devoir faire du remplissage à certains moments pour avoir une cohérence sur un épisode, et où on a un arc qui démarre et qui finit sur un épisode. On peut avoir aussi des scènes qui parfois vont ripper et vont sauter parce que y a un arc qui prend un peu trop de place par rapport à un autre, et donc ça ferait encore une fois une disparité encore plus grande sur les différents épisodes. Donc cette formule ne marche pas. Tout le monde la critique, mais depuis un moment maintenant. Je comprends pas qu'ils s'en soient toujours pas rendu compte, parce qu'on se retrouve avec un découpage d'épisodes mais complètement bâtard, et qui au final ne convient à personne. Et encore une fois, c'est une fabrique de la frustration. C'est-à-dire que même si tu vas aimer la série, tu vas te retrouver frustré avec des durées d'épisodes qui n'ont ni queue ni tête. Et parfois, faut être bien loti. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir 45 minutes, ok, ça va te faire plaisir, tu vas trouver que c'est correct pour une série. Et parfois, tu vas être à moins de 30 minutes. C'est pas possible. Parce que pour les showrunners, clairement, la tâche, elle est compliquée. Si tu sais pas vers quoi tu vas t'orienter de base, si ça va être une série ou un film, une fois que la décision est prise, tu as déjà avancé quand même sur ton projet, il va falloir réécrire, adapter. Ça va jouer du coup sur la qualité globale et intrinsèque de la série. C'est-à-dire que tu vas tout devoir reprendre et essayer d'adapter. La qualité de ton scénario, tu vas réécrire. Tes dialogues, bien entendu, la direction de tes acteurs. Tu pensais peut-être qu'un acteur ou qu'un personnage allait prendre plus de place. Finalement, tu vois qu'avec le découpage de tes épisodes, ça va être compliqué, etc., d'avancer sur certains points. Donc, je trouve qu'au final, dans l'unité du récit et dans la qualité du scénario, et je trouve que Skeleton Crew est une des séries, voire la série peut-être qui s'en sort le mieux. Mais malgré tout, moi je plains les showrunners qui, à mon avis, font face à ça vis-à-vis de Lucasfilm. Et clairement, je n'arrive pas à comprendre qu'ils aient toujours pas réalisé que c'est un problème, ça. Mais bon, ça doit m'échapper. Parce que prenons un élément de comparaison tout simple, et on n'a pas besoin d'aller très loin, hein. On reste chez Disney. Donc encore une fois, là, le problème, à mon avis, est vraiment Lucasfilm. Mais prenons une série Disney. Prenons Shogun, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne l'ai pas encore vu, j'ai très envie de la voir. En tout cas, tout ce que je peux voir, c'est que les épisodes font à peu près 55 minutes de moyenne sur chaque épisode. Je crois qu'ils ont fait une saison de 8 épisodes, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais en tout cas, on est entre 55 minutes et 1 heure l'épisode. Ils ont pris 4 Golden Globes et 19 Emmy Awards ou un truc comme ça. Donc oui, effectivement, c'est pas la durée des épisodes qui va faire la qualité d'une série, bien entendu, ça se saurait, sinon on ferait des épisodes de 2 heures. Mais malgré tout, je pense que tu ne peux pas
créer les conditions d'un succès d'une série si déjà tu t'handicapes de base en n'ayant pas un projet clair et savoir exactement ce que tu veux faire au moment où tu lances le projet. C'est-à-dire, on va faire une série, tu t'adresses à un showrunner, tu lui dis « Je te commande 8 épisodes de 50 minutes, fais ton écriture en te basant là-dessus. » Je trouve ça simple, pas compliqué à comprendre. Mais sûrement Lucasfilm, ils doivent tout simplement raisonner. Et encore une fois, là, c'est pas Disney, c'est Lucasfilm. Vu que Shogun, je vous dis, c'est Disney aussi. Donc là, c'est Lucasfilm qui doit raisonner en se disant, de toute façon, si on a moins de minutes à l'écran, forcément, ça va être une économie, en tout cas sur les moyens de production, etc. Parce qu'on aura moins de choses à produire. Et en plus de ça, ils se laissent encore une marge de manœuvre. On sort ça en film ou en série. Mais ils n'ont pas compris que c'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Il faut un cap clair. Et le problème, c'est qu'à la direction de Lucasfilm, entre les projets annoncés puis ensuite annulés, les projets où on démarre la production, on fait une saison 1, finalement ça se casse la gueule, on va pas au-delà plutôt que de corriger le tir, etc. J'ai l'impression qu'on navigue à vue et clairement, le témoignage de ça, c'est la durée des épisodes. Et c'est clairement un point négatif, pas forcément sur cette série en termes de qualité, en tout cas en termes de quantité, clairement. Après ce coup de gueule, juste un petit point pour revenir à l'histoire même de Skeleton Crew et du scénario. Je trouve qu'il y a encore une fois, je l'avais noté dans certains épisodes, une ou deux facilités scénaristiques. Et là, notamment, c'est le coup du je déprumps le vaisseau, je reprumps le vaisseau pour reprendre le capitanat de l'Onyx Cinder vis-à-vis de SM-33. Bon. Ok, c'est un clin d'œil aux prums du début de série et de l'épisode 1 que j'ai trouvé très marrant en soi. On s'adresse à des enfants, donc forcément c'est pas mal. Mais bon, là, je trouve que c'est un peu trop facile, mine de rien. On a SM-33 qui est la rigueur même de l'application du code des pirates depuis le début de la série. Il ne prend aucune décision en dehors des clous, j'ai envie de dire, de ce code des pirates. Il peut toujours avoir un moment de révélation, j'ai envie de dire, et de faire ses propres choix. Oui, mais bon, malgré tout, est-ce que c'est vraiment cohérent avec le début de série et de saison et le propos de la série ? Ça se défend aussi, les deux aspects se défendent, c'est-à-dire que si on pense qu'un droïde peut avoir son libre arbitre et puis finalement sortir des sentiers battus et puis prendre vraiment des décisions, bon, oui, on a des personnages comme R2-D2, BB-8 qui sont assez indépendants, qui vont parfois prendre des initiatives, etc. Donc pourquoi pas, ça se défend, hein, encore une fois, et SM, là, il analyse la situation et il a envie de défendre les enfants. Bon, pourquoi pas, allons-y, mais je pense qu'il y avait peut-être plus simple, même si tu loupes une occasion de faire une scène marrante, parce que oui, on s'attendait pas à ce qu'ils mettent un pain à Jod, clairement, mais bon, voilà, je pense qu'on aurait peut-être pu un petit peu mieux le tourner. Et de l'autre côté, si vous êtes très terre à terre et que depuis le début, ils respectent le code pirate à la lettre, bon, effectivement, là, vous vous dites, il y a une petite incohérence dans le propos de la série en tout cas, et effectivement ça peut être considéré comme une facilité scénaristique. Et dernier petit point négatif, mais là clairement qui est totalement subjectif les amis, il n'y a aucune objectivité là-dedans, c'est que j'ai pas envie que Jude Law soit méchant les amis. On m'avait annoncé Jude Law dans une série Star Wars, j'adore, je me disais ça va être un super héros, en plus on nous dit qu'il va être sensible à la force, etc. On s'est dit oh là là, un Jedi et tout, Jude Law Jedi dans la licence Star Wars, mortel. Et au final, là, bon, il peut y avoir encore un retournement de situation, c'est le propre un petit peu de ces personnages à la Hondo Ohnaka, mais là, vu ce qu'on a vu dans l'épisode, bon, ça commence à devenir compliqué pour accepter un retournement au prochain épisode. Donc, bon, à mon grand dame, je pense qu'on se dirige vers un Jude Law qui est un petit peu sans foi ni loi et un vrai pirate pour le coup dans cette série. Donc si je dois vous donner mon avis global les amis à cet épisode, bien entendu j'ai été très frustré de la durée de cet épisode. Malgré tout, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il se passe plein de choses, ça va très très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, il se passe des événements assez lourds, vraiment. Et ce que j'aime encore une fois, c'est que beaucoup de choses qu'on attendait peut-être qui se passent dans les épisodes 8 arrivent en épisode 7 et va laisser du coup du champ libre en épisode 8. Donc je trouve ça parfait, on a vécu pas mal de choses et encore une fois, c'est entouré d'une musique, des FX qui sont encore quasi irréprochables. Donc non, on est encore une fois sur un épisode de bonne facture. Faites-nous juste plus long et on pourra clairement dire ouais ok là c'est propre, il n'y a rien à dire.
C'est le premier épisode où j'ai été un petit peu ému quand même de voir ces personnages qui vivent quand même des choses qui sont là pas simples et aussi des moments de joie avec les retrouvailles avec les parents, etc., etc. Donc oui, il y a de l'émotion dans cet épisode, donc il y a un petit peu de tout, il y a de l'action, il y a de l'émotion et aussi des questions qui sont super intéressantes et notamment Jodna et ce qui se passe dans cet épisode et le retournement de son comportement, etc., etc. Et de l'autre côté, toutes les promesses de réponse qui vont pouvoir nous être faites sur At-Atin et j'ai très hâte de pouvoir vous en parler en partie théorie. Et donc les amis, bien entendu, j'ai envie de creuser quelque chose qui m'est venu en tête un petit peu au sortir du visionnage de cet épisode. C'est bien entendu le fonctionnement d'At-Atin et de son coffre et à quoi sert tout ça, parce que c'est quand même énorme et on peut se dire que cette planète normalement devrait avoir une importance énorme dans la galaxie. Donc pour rappel, on est bien entendu 5 ans après la chute de l'Empire et 25 ans avant le réveil de la Force. Donc on est dans cette période clairement, je pense que vous le savez, mais de la Nouvelle République. Et la question est de savoir quand At-Atin a été coupé un petit peu du reste de la galaxie. Ce qui est intéressant avec les différents indices qu'on a eu tout au long de la série, on parle bien de République et pas de Nouvelle République. Les crédits utilisés par les enfants sont les anciens crédits donc de l'ancienne République et donc qui s'appellent les Datari. Donc on est clairement sur les crédits de la Prélo. Les enfants ne savent pas qu'il y a eu des guerres. Si ça se trouve, on parle et de la guerre des clones et de la guerre civile entre rebelles et empire. Et donc ce qu'on pourrait imaginer, c'est que tout simplement la planète commence à se cacher au moment bien entendu de la République et au moment où l'Empire prend le contrôle et Palpatine prend le contrôle, à ce moment-là, c'est l'Empire qui prend tout simplement contrôle de cette planète et des réserves de crédit de cette planète. Ça permettait bien entendu de financer la création de toute la flotte impériale. Si on remonte aussi un petit peu plus loin, peut-être qu'il y a eu déjà un accord avec Palpatine peut-être pour créer même l'armée des clones et c'est peut-être ces crédits-là qui ont permis de financer encore une fois la création de l'armée des clones. L'Empire donc avait la main sur ces crédits et donc pouvait dépenser un petit peu à foison. Et au moment de la victoire des rebelles sur l'Empire, il peut très bien y avoir des anciens dignitaires de l'Empire, membres du parti centraliste du Sénat de la République. À ce moment-là, tout ça c'est dans le roman Lien du sang avec Leia, c'est très intéressant, très politique. Si vous aimez la politique dans Star Wars, allez-y, n'hésitez pas. Mais des anciens de l'Empire, un petit peu des nostalgiques de l'Empire qui aiment un pouvoir fort, qui ont gardé peut-être l'existence secrète à la Nouvelle République de At-Atin et de ses réserves d'or. Et ça pourrait connecter à beaucoup de choses, ça, parce que effectivement, si c'est une planète qui reste cachée avec des réserves de crédit un petit peu illimitées, ça pourrait expliquer le financement qui aurait permis justement la naissance du Premier Ordre et pourquoi pas aussi expliquer le financement de la flotte du Dernier Ordre qui sort un petit peu de nulle part sur Exegol. Il fallait bien des crédits, etc. pour payer un petit peu tout ça. Et ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille par rapport à ça, c'est la voix du superviseur. Parce que moi en VF, ça m'a fait tiquer un petit peu, je l'ai réécouté une deuxième fois, c'était la voix de Gideon. Je l'ai capté assez vite. Donc Moff Gideon, encore une fois, qui est un personnage important de cette timeline-là. Alors, le comédien en VO est un comédien britannique qui s'appelle Stephen Fry, et donc c'est pas Giancarlo Esposito. Donc est-ce que ce sera véritablement Moff Gideon? Non, je ne pense pas. Mais malgré tout, ça me paraît bizarre que les doubleurs français aient choisi la voix de Gideon, qui est quand même un personnage assez important, et surtout dans cette timeline-là, qui revient se calquer sur un personnage qui a l'air important a priori. Donc, en tout cas, si c'est pas Gideon, peut-être que ça veut dire qu'il y a une connexion peut-être avec le Conseil des Ombres. Donc, vous savez, ces anciens dignitaires de l'Empire qu'on voit dans Mandalorian, qui préparent d'un côté et la naissance du Premier Ordre, et le projet nécromancier avec le retour de l'empereur, et en même temps le retour de l'amiral Thrawn avec Pellaeon. Bref, Skeleton Crew expliquerait comment tout ça a été financé. Et donc peut-être que la population de At-Atin est laissée un petit peu dans le flou, vit effectivement une vie un petit peu de rêve, même si c'est a priori, parce que je trouve que encore une fois, c'est un peu angoissant de se faire contrôler par des robots. Pour votre sécurité, on va vous tirer dessus, etc. C'est des choses qui sont un petit peu dérangeantes, je trouve quand même. Par contre, est-ce que le superviseur, lui, a passé un marché avec peut-être des puissances un petit peu plus occultes?
Ça pourrait être très intéressant. Est-ce que vraiment les gens d'Atatine ne savent pas ce qui se passe du tout à l'extérieur, qu'il y a eu l'Empire, maintenant qu'on est sous la Nouvelle République, etc. Ils en sont vraiment restés à la période de la République ou même de la Haute République, on n'en sait rien. Et donc l'identité du superviseur, ça serait normalement Takrenod. Je pense que ça pourrait être Stephen Fry, le comédien est assez âgé, donc si on fait un Weequay assez vieux, bon, je sais pas l'espèce des Weequay combien de temps elle vit, parce qu'effectivement le crash du Onyx Cinder il a pas l'air tout jeune, c'est sûr, mais malgré tout ça pourrait être intéressant enfin de voir Takrenod et de pouvoir lui parler. Je trouverais ça bizarre, si jamais il était décédé, pourquoi ils auraient caché son image, l'image de son visage au moment de l'hologramme dans la salle de trésor? Non, je pense que si on nous l'a pas montré, c'est justement parce qu'il va y avoir sûrement un reveal de lui, de son vivant. Takrenod, qui vit un petit peu tranquille et qui supervise dans la richesse At-Atin après avoir pillé absolument toutes les autres planètes des joyaux de la République. Parce que bon, pour avoir autant de coffres et autant de crédits, à mon avis, il a fait la razzia sur toutes les autres planètes et c'est pour ça qu'elles ont toutes été détruites. Est-ce qu'elles ont été détruites, encore une fois, par Takrenod, qui est venu ensuite sur At-Atin pour planquer tout? Ou est-ce que l'Empire a aussi joué son rôle là-dedans et a peut-être détruit les autres planètes, que Takrenod ait effacé, il y avait ça aussi comme élément, à effacer les coordonnées d'At-Atin sur Atakran. Est-ce que c'était parce qu'il avait d'abord passé un accord avec l'Empire et que quoi qu'il en soit, il voulait pas que ça soit découvert, ou est-ce que c'est lui tout seul qui a fait ça? Bref, en tout cas, oui, l'autoroute, c'est Takrenod et les pirates. Si jamais on vient connecter à l'univers plus global, étant donné qu'on veut faire une connexion dans le Mandoverse avec le film Mandalorian et Grogu qui va sortir, qui va normalement regrouper toutes ces séries-là, ça serait intéressant qu'il y ait une vraie connexion de fait sur cet univers-là, et le coût du financement avec ce trésor et les crédits, je trouve que ça serait génial, ça ferait une connexion et à la prélogie et à la postlogie. Et ça amènerait pas mal d'explications, notamment sur la flotte du Dernier Ordre, où tout le monde disait « Attends, ça sort d'où ça ?» Mais peut-être que tout ce que je viens de vous expliquer va s'annuler, mais au bout de la première seconde de l'épisode de mercredi prochain, et donc tout ça sera nul et non avenu. Néanmoins, ça sert à ça aussi de regarder des épisodes de façon hebdomadaire, c'est qu'on a envie de se projeter sur le prochain, et on se fait tout un tas d'idées et de théories. Et vous le savez, je ne lis rien de ce qu'il y a sur internet, je ne vous spoilerai jamais quelque chose que j'ai lu ou quoi, ou sur lequel je suis tombé. Non, je vous fais juste part de ma réflexion, donc je prends moins de risques de vous spoiler quoi que ce soit. Je vous aimais juste ce que j'ai en tête. Et bon, on se pose rapidement la question, mais bien entendu, sur Jod, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir comme Jodna ou comme Capitaine Silvo à la fin de l'épisode 8? Est-ce qu'on va avoir tout simplement un solitaire, un pirate sans foi ni loi? C'est ce qu'ils nous avaient vendu depuis le début de la série, qui est sensible à la force, certes. À mon avis, je suis pas sûr qu'on ait des éléments de réponse sur son passé. Pourquoi pas, ça serait très bien, mais je privilégierais plus l'action et la résolution des différents mystères comme At-Atin, le superviseur, etc. Plutôt que faire un espèce de flashback rapide sur la vie de Jod. Non, quitte à nous le garder comme un mystère, franchement, moi ça me va. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais ça me va. Ça serait un petit peu frustrant, mais bon, ça pourrait être sympa d'avoir des réponses soit en saison 2, soit parfois dans des comics ou même dans des romans, ça pourrait être bien. Mais donc va-t-il être un solitaire qui va juste essayer de faire le plein de crédits le maximum possible et d'essayer de repartir avec ce qu'il peut mettre dans ses poches, j'ai envie de dire, et puis il va et trahir les enfants et trahir l'équipage des pirates pour vivre tout seul? Est-ce que finalement va y avoir un retournement de situation et puis il va lâcher le sabre là et puis se refaire copain-copain avec les enfants et les parents des enfants? C'est la scène finale de cet épisode 7, ou véritablement il va essayer de contacter la frégate du haut, être fidèle à son équipage. On voit qu'il a quand même des amis, si on peut dire, fidèles, comme les personnages de Chelt, ou de Gleb, ou de Kona. Et donc, est-ce qu'il va vraiment pas les lâcher? Et ça va être un pirate jusqu'au bout des ongles, qui va vouloir tout simplement radier tous les coffres de At-Atin. Bon, ça va être intéressant. Effectivement, le retournement de situation et le fait que finalement Jodna soit gentil, ça devient de plus en plus compliqué avec tout ce qui s'est passé dans cet épisode 7 et même tout ce qui s'est passé au fil de la série. Entre l'attaque du vaisseau, donc première scène de la saison 1 qui fait quand même pas mal de morts, etc. et il est à la tête de tout ça, les mensonges sur son identité, le fait que tous les personnages que les enfants croisent disent ne faites surtout pas confiance à ce gars-là, le fait qu'il abatte de sang-froid Brutus comme ça devant tout le monde sans aucun remords, c'est quand même pas
pas Jojo. Ensuite, les menaces vraiment très flippantes qu'il fait aux enfants, où vraiment il leur explique qu'il va juste tout simplement tuer leurs parents. Donc c'est une des pires craintes que t'as quand t'es gamin. Et en plus, tu te poses quand même quelques questions sur sa santé mentale au moment de découvrir les crédits, et quand tu le vois qu'il a tous les crédits qui lui tombent dessus, il paraît un petit peu barjot et un petit peu déséquilibré quand même, le copain. Donc bref, ça fait quand même un beau pédigré. Ça va être compliqué de nous le faire passer pour un gentil. Et encore une fois, même Hondo, le personnage avec lequel je faisais pas mal de parallèles, il est plus sympa quand même. Effectivement, il est plus méchant dans Clone Wars que dans Rebels, mais malgré tout, là je trouve que Jonna, il y a un casier qui commence à s'alourdir. Mais après, du coup, ça rend son personnage hyper intéressant, parce que comment un Jedi, ce qu'on suppose être un Jedi, qui a peut-être été formé au temple et qui a dû vivre l'ordre 66, comment a pu-t-il basculer autant et devenir un pirate sans foi ni loi, vraiment sans aucun respect pour les enfants et tout. Bref, ça paraît un petit peu compliqué d'imaginer ça, mais en tout cas c'est très intéressant dans l'univers à creuser. Donc à voir ce qu'ils vont nous dire dans l'épisode 8, ou peut-être pour une saison 2. On finit avec la note de l'échelle du Jar Jar, les amis. Effectivement, vous l'avez compris, j'ai aimé malgré tout cet épisode, malgré le coup de gueule que j'ai pu passer sur la durée de l'épisode. Mais oui, je vais mettre un bon 4 sur 5. Ce n'est pas mon épisode préféré, même s'il se passe beaucoup de choses. Il y a les effets spéciaux qui sont toujours aussi bons, il y a de l'émotion, encore une fois la musique est bonne, le lore est exploré et le mystère est vraiment super prenant et super intéressant pour cet épisode 8. Donc on va avoir des reveals qui vont être super bien. C'est un 4 sur 5, c'est une très bonne note. C'est quand même pas mon épisode préféré. Mais voilà, on est sur un épisode de très bonne facture. N'hésitez pas, surtout les amis, à me dire en commentaire quelle note vous attribuez à cet épisode 7 de Skeleton Crew. Voilà les amis pour mon avis. Encore une fois, si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez me soutenir et m'aider, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça lui donne de la visibilité, et abonnez-vous à la chaîne si c'est toujours pas fait. On aura plein de belles choses, je l'espère, et j'y travaille, qui vont arriver après toute cette période Skeleton Crew. Et puis on a Andorre en ligne de mire qui va pas tarder à arriver. Donc abonnez-vous pour ne rien louper des vidéos. Et les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour ce final tant attendu. J'espère que vous serez au rendez-vous pour la vidéo réaction et également pour la vidéo avis ultime. Je vous ferai un avis ultime sur toute la saison. Je vous fais pas un avis uniquement sur l'épisode 8 la semaine prochaine. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous. Ciao. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.